Allons, Marie-Antoinette, arrêtez de me regarder comme ça. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais traiter la partie 3 de votre film, et après ça sera fini. Je vais passer à autre chose. Cette scène est en fait le mélange de deux anecdotes. La première raconte comment Marie-Antoinette a déclenché les applaudissements lors de la première d'Iphigénie de Gluck. C'était dans le but de soutenir cet ami de la famille et également d'imposer ses goûts. La seconde a lieu toujours dans cette représentation. Achille se tourne vers la loge royale et modifie sa réplique en « Chantons, célébrons notre reine ». Aussitôt, l'opéra entier se met à applaudir et crie « Vive la reine !» Marie-Antoinette est très émue et se sent aimée de son peuple. Bon, là encore, Sofia Coppola raconte la réalité à sa façon. Marie-Antoinette jubile. En effet, tout lui réussit. Elle est reine, elle a des amis, elle est aimée, et elle a carte blanche en matière de mode. Marie-Antoinette est reine depuis seulement 3 mois, et elle dépense déjà des sommes astronomiques en robes, bijoux, plumes, accessoires et tout ce que vous voulez d'autre. À Versailles, c'est la reine qui fait la mode. Et la reine, c'est elle. Ou elle. Emballée par l'euphorie de la mode et de la dépense, Marie-Antoinette va même aller jusqu'à nommer sa propre couturière, Rose Bertin, ministre de la mode. Ça, c'est le panache et le luxe à la française. Marie-Antoinette a un coiffeur attitré nommé Léonard. Il lui confectionne des coiffures exubérantes, décorées de petits objets symboliques comme des oiseaux en porcelaine ou des fleurs. Ces coiffures sont si hautes que l'on n'arrive même plus à passer les portes. De plus, toutes les dames de la cour se mettent à suivre la même mode que la reine. Comme dans le film, Marie-Antoinette est souvent accompagnée de la princesse de Lamballe et de la comtesse de Polignac. Par contre, la scène où elles boivent du champagne et mangent des macarons est complètement fausse. La reine ne boit que de l'eau ou du lait, mais jamais d'alcool. Et même si cette période est connue pour sa gastronomie gourmande, on préfère la qualité à la quantité. Les macarons existent bien à l'époque, mais ils ne sont pas rose bonbons comme les gâteaux américains d'aujourd'hui. Vous comprenez bien qu'il n'y a donc pas d'avalanche de sucreries et d'alcool dans les appartements de la reine. On peut se douter que Sofia Coppola a voulu retransmettre une ambiance girly américaine pour que cela parle aux jeunes filles d'aujourd'hui. C'est bien Louis XVI qui offre le petit Trianon à Marie-Antoinette. Elle va en faire son domaine privé, loin de la vie des représentations qu'elle doit mener à Versailles. La scène où elle écoute un groupe de musiciens au petit Trianon fait référence à une anecdote où un groupe de musiciens est venu lorsqu'elle était souffrante. Marie-Antoinette fait également beaucoup la fête et joue à des jeux d'argent comme le pharaon par exemple. Dans le film, on peut voir que Louis XVI laisse passer cette attitude sur les jeux d'argent, alors que dans la réalité, on connaît plusieurs anecdotes à ce sujet. La première raconte que le roi laisse passer sous son toit ce qui l'interdit dans le reste du royaume. La seconde nous vient de Mercy qui rapporte encore une fois à l'impératrice d'Autriche la phrase suivante. Il est de même vrai que le gros du jeu déplaît au roi et qu'on se cache de lui autant que possible. Bon, je suis d'accord, Marie-Antoinette fait beaucoup la fête. Pourquoi pas faire le choix artistique de représenter ça sous une petite soirée d'été avec les tonnelles, les petites lumières, c'est très sympa. Par contre, le tabac prisé qui passe de main en main et le petit calumet de la paix qui fait le tour de la table, là, faut pas se foutre de notre gueule. Sophia, c'est pas parce qu'aux États-Unis votre jeunesse elle est toute pourrie, qu'elle fait passer les joints et qu'elle prend des rails de coke, qu'il faut le transvaser sur notre royauté à nous. Quoi? Je vois pas où est le mal. Marie-Antoinette se découvre une passion pour le théâtre en 1780. Elle avait même un théâtre privé où elle aimait bien jouer sur scène. Dans le public,
on pouvait retrouver ses proches, ses serviteurs et son plus grand fan, le roi de France. Mercier raconte. La reine a une voix très agréable et fort juste. Sa manière de jouer est noble et remplie de grâce. Ce spectacle a été aussi bien rendu que peut l'être un spectacle en société. J'observais que le roi occupait avec une attention et un plaisir qui se manifestaient dans toute sa contenance. Pendant les entr'actes, il montait sur le théâtre et allait à la toilette de la reine. Le théâtre, qui a été construit en petit sur les dessins du Grand Théâtre de Versailles, est d'une forme élégante et d'une richesse de dorure qui devient presque un défaut, et qui a été un objet de grande dépense. Bon, à l'époque, on ne pouvait pas s'acheter des Ferrari, donc eux ils s'achetaient des théâtres. Chacun ses goûts. Ces faits sont évoqués sans commentaire dans le film. Ils sont pourtant tous vrais. Marie-Antoinette, par son comportement insouciant et maladroit, va s'attirer la haine de son peuple. Marie-Antoinette aura plusieurs surnoms. L'Autrichienne, Madame Scandale, Madame Déficit. Ils resteront gravés dans les mémoires malgré tous les efforts de la reine pour les faire oublier. La reine est devenue une cible privilégiée pour les caricatures du peuple. Cela leur permet d'oublier leur quotidien difficile. L'histoire de la brioche en est la preuve. On raconte que Marie-Antoinette aurait dit, en apprenant que son peuple meurt de faim, qu'il mange de la brioche. Tout cela est faux. Le film le fait bien remarquer d'ailleurs, pour une fois. Il s'avère que c'est l'une des tantes de Louis XVI qui aurait en fait dit « Mon Dieu, s'il pouvait se résigner à manger de la croûte de pâté !» En effet, la croûte est bourrative. Comme Marie-Antoinette est au centre de tous les ragots à ce moment-là, on lui invente l'histoire de la brioche. Tout comme Madame du Barry, Marie-Antoinette dédaignera les faux bruits. Cela causera sa perte. Ses excès déplaisent. Et lorsqu'elle revient à des choses simples, cela ne plaît pas non plus. Marie-Antoinette est donc bloquée dans cette situation. Louis XVI l'apprend de la même façon que dans le film, mais le dialogue n'est pas du tout le même. C'est le duc de La Rochefoucauld-Liancourt qui va prévenir le roi. Ce dernier va être étonné et demande si c'est une révolte. On va lui répondre que c'est une révolution. Toute la cour prend peur et se sent en danger. Tout le monde va fuir Versailles. Le couple royal dira adieu à chaque personne. Dans le film, on peut voir la princesse de Lamballe rester jusqu'aux derniers instants avec la reine et lui faire ses adieux. Elle sera même guillotinée avant Marie-Antoinette. Alors ça, c'est une vraie preuve d'amitié. L'expression « à la vie, à la mort » n'a jamais été aussi juste. Comme dans le film, la famille royale est retranchée dans une petite pièce. Toutefois, tout ne s'est pas passé ainsi. Dans la cour de marbre du château de Versailles, la foule se déchaîne. Le roi à Paris! À mort l'Autrichienne! Lafayette, qui est arrivé trop tard pour empêcher la foule d'entrer, va s'entretenir avec le roi. Et c'est sûrement à ce moment-là que le roi décide d'aller à Paris. Ah, petite anecdote sur Lafayette. Le premier qui dit « Ah, c'est l'inventeur des galeries Lafayette », je lui mets une tarte. Ce gars-là, c'est un héros de guerre aux États-Unis. On l'a envoyé aux États-Unis pour les aider à obtenir l'indépendance de l'Angleterre. Il faut savoir que Washington était l'un de ses meilleurs amis. Lafayette a d'ailleurs été décoré comme étant un citoyen d'honneur aux États-Unis, ce qui est arrivé à moins de 10 personnes. Le nom des Galeries Lafayette vient de la première enseigne à Paris. Elle se situe au 1 rue de Lafayette. Revenons sur ce qui nous intéresse. La foule hurle « Le roi au balcon !» Avec courage, Louis XVI s'y rend. À ce moment-là, la foule scande « Vive le roi !» Elle réclame également la présence de la reine. Lafayette va la faire venir. Elle viendra au balcon. Et là, la foule chantera « Vive le roi ! Vive le dauphin !» et même quelques « Vive la reine !» Quand toute la famille royale se retrouve au balcon, le roi annonce la chose suivante. « J'irai à Paris avec ma femme et mes enfants. »
C'est à l'amour de mes fidèles sujets que je confie ce que j'ai de plus précieux. La foule acclame son roi. Sofia Coppola va retranscrire cette scène, mais elle va y apporter beaucoup plus de violence. C'est le 6 octobre 1789 qu'un immense cortège quitte le château de Versailles pour se rendre à Paris. Le film s'arrête là. Sofia Coppola a volontairement laissé de côté la révolution et la violence qui s'en accompagne. Toutefois, le film se termine sur la chambre de la reine qui est complètement ravagée. Cela symbolise la chute de la royauté. Il est maintenant venu le temps de conclure sur la trilogie d'épisodes de Story or History sur le film de Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Certains événements clés de l'histoire de Marie-Antoinette sont passés sous silence. On peut citer l'affaire du collier, la fuite de Varennes, la montée de la Révolution en parallèle, les États généraux, le serment du jeu de paume. Plusieurs événements ne se sont pas passés dans cet ordre-là. Ce n'est clairement pas un film historique, mais plutôt un film contemporain se déroulant à l'époque de Marie-Antoinette. On peut également se poser la question des devenirs des personnages principaux à la fin du film. Certes, on voit la chambre de la reine saccagée, mais j'aurais plutôt attendu une guillotine qui venait de tomber, ou une guillotine en train de tomber. Cela aurait marqué le moment tragique qui attend cette famille avec la décapitation de Louis XVI et la décapitation de la reine Marie-Antoinette qui viendra après. Bon, je vais vous donner mon avis sur le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Alors il ne s'agit que de mon avis personnel, et je peux comprendre que d'autres gens vont penser autre chose. J'ai vu ce film 2 fois. La première fois en découverte, la seconde fois avec Pew, pour qu'on en discute et qu'on puisse écrire le Story or History. La seconde fois, le film m'a paru interminable. Il y a en effet beaucoup de passages en longueur, une temporalité très difficile à cerner, on ne sait pas combien de temps il se passe, alors certains événements sont passés en 2 minutes, je vous rappelle tous les événements liés au couple royal avec le mariage, etc. Et d'autres qui sont longs, mais longs, et on ne sait pas combien de temps il se passe. On peut deviner à peu près qu'il se passe plusieurs années puisqu'on voit les enfants, et les enfants grandissent, et on voit que les maquillages changent un petit peu, donc ils vieillissent. Mais sinon, c'est très difficile à quantifier, j'ai trouvé. Quand on voit ce film, il vaut mieux connaître un petit peu l'histoire pour savoir un peu ce qui se passe. Sinon, il y a plein d'événements auxquels on va passer à côté, et c'est quand même assez dommage. Les personnages principaux sont assez bien traités, à part quelques petites erreurs, le couple de Provence qui a des enfants, ce genre de choses-là. Mais ceux-là sont à peu près bien traités. Par contre, les personnages secondaires, c'est le foutoir. Il faut savoir qu'il y a Tom Hardy dans ce film. Oui, Tom Hardy, le gars qui va faire Mad Max, qui va faire Bane dans Dark Knight Returns, ou qui va jouer, par exemple, dans Venom. Ce type-là, avant de faire tous ces films et d'être bien connu, il apparaît. Je suis incapable de vous dire quel était son rôle. Il apparaît 5 minutes. On le voit dans la scène où il y a les repas, la fête, et il y a le fameux calumet de la paix. Mais il disparaît, et on ne sait pas ce qu'il devient, ce mec-là. On ne sait pas qui c'est. Quant à Fersen, oh mon Dieu, Fersen. Sofia Coppola a voulu créer l'histoire d'amour romantique de jeunes filles pendant un été où elles rencontrent un mec, elles sortent ensemble, voire elles couchent avec lui. Sauf que là, ça ne marche pas. Fersen, c'est un gars important. Alors, certains disent qu'ils ont eu des relations, d'autres non. Moi, je suis plutôt d'avis que c'est un amour platonique. Il n'y a pas eu d'acte sexuel. Mais ce gars-là a vraiment aimé la reine. Il y a toute une correspondance et même tout son journal intime qui raconte comment il aime. Et ce gars-là, c'est lui qui organise la fuite de Varennes. C'est lui qui essaie de sauver la reine et même le roi avant qu'il se fasse décapiter. Bon, ça a foiré parce que Louis XVI est un gros nul. Ça, c'est pas sa faute. Mais elle le traite comme une merde. Et le gars, pareil, il disparaît en 5 minutes. Un gars important qui a failli sauver la reine, eh ben non, on s'en fout. Est-ce que je vous conseille de voir le film? Eh ben oui, je vous le conseille pour vous faire votre propre avis. Et vous pourrez comparer avec le mien. Vous avez le droit de pas être d'accord, vous pouvez mettre des commentaires dans la section commentaires de YouTube, et j'essaierai d'y répondre, on peut en débattre. Je vous conseille également de le voir pour les décors. Sofia Coppola a pu tourner au château de Versailles, c'est l'occasion, si vous n'y êtes jamais allé, de voir quelques lieux mythiques, comme la Galerie des Glaces par exemple, ou les jardins.
Pour les costumes, c'est pareil. Les costumes sont juste magnifiques. Il y a plusieurs tenues à Marie-Antoinette. Les costumes des différents acteurs masculins sont également très très bien. Plus certains objets comme les carrosses, les accessoires qui sont juste magnifiques. En point négatif, la musique. Alors la musique, au début, j'étais assez surpris, puisque quand on arrive sur le menu du film, on a de la musique classique un peu entraînante. Je trouvais ça très sympa. Je suis pas spécialement fan de musique classique, mais là ça collait bien. Et dès qu'il y a le concert de punk rock dans le film, là ça casse tout. Sofia Coppola a voulu vraiment faire la différence avec l'époque ancienne de Marie-Antoinette et bien montrer que c'était un film contemporain mais à l'époque de Marie-Antoinette. Et pour moi ça ne marche pas, je n'aime pas ça du tout. La musique, c'est long, ça apporte rien, enfin bref. Il y a également beaucoup d'erreurs historiques. Bon, je passe sous silence la mise volontaire de la paire de Converse en plein milieu de la partie shopping. Mais bon, les faits marquants comme l'affaire du collier, la fuite de Varennes, voilà, tout ça, on laisse tomber, on s'en fout. Alors que c'est des événements importants. Sofia Coppola reste dans son thème de prédilection, à savoir la vie des jeunes filles. Alors autant dans Lost in Translation ça me gêne pas, mais dans Marie-Antoinette, je m'attendais vraiment à un film historique, et là c'est pas du tout le cas. L'enchaînement style shopping, pâtisserie, mode, tout ça, je m'en fous personnellement. Et j'aurais préféré qu'elle monte la garde-robe petit à petit en montrant qu'elle en achète de plus en plus, les vêtements sont plus raffinés, il y a plus de décors, etc. Ça m'aurait moins dérangé. Mais le côté shopping avec justement la musique punk rock, la paire de Converse, ça c'est clairement pas mon truc. Il est clair que ce film est destiné à un jeune public. Après, je ne sais pas s'ils iront le voir parce que est-ce que ça les branche de voir un film sur Marie-Antoinette. En tout cas, si c'est le cas, ça peut les intéresser à l'histoire et ça c'est un point positif. Pour les sources, je vous conseille plusieurs épisodes de Secrets d'Histoire, celui sur Louis XV, celui sur Madame du Barry, celui sur Marie-Antoinette. Cela va vous aider à remettre en place plusieurs événements qui sont passés au cours du film et qui passent plus ou moins rapidement. Il y a également plusieurs biographies sur Marie-Antoinette ou événements liés à Marie-Antoinette que je vous conseille. Marie-Antoinette, journal d'une reine d'Evelyne Devey, vous en avez parlé dans le premier épisode. Chère Marie-Antoinette de Jean Chalon. Marie-Antoinette et le scandale du collier de Benedetta Craveri, qui vous retrace tout l'événement lié à l'histoire du collier qui est passé sous silence dans le film, qui est un événement important. Je vous conseille de le lire. La saga des reines de Jean Descartes. Il ne parle pas que de Marie-Antoinette, mais de plusieurs reines importantes en Europe. On peut citer Catherine de Médicis, Catherine II de Russie, par exemple. Je vous conseille également le manga La Rose de Versailles. Il va donner le dessin animé Lady Oscar. Dans ce dessin animé, on peut voir retracer plusieurs événements importants qui vont arriver au couple royal, notamment l'affaire du collier qui est très bien retranscrite, la révolution avec la prise de la Bastille. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également mettre un pouce bleu, mettre des commentaires, j'essaie de vous y répondre. N'hésitez pas également à partager sur vos réseaux sociaux, ça va nous donner un peu plus de visibilité et donner un peu plus de visibilité à notre travail. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis au revoir et à bientôt pour plus d'épisodes de Story Horror History. Ciao!